Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente mon bilan lecture du mois de mai. Il y a 5 romans dont je voudrais vous parler. J'ai beaucoup plus lu dans le sens où j'ai lu pas mal de graphiques, mais je vous en ai parlé dans un précédent point lecture. Je vous en ferai peut-être un autre prochainement sur tout ce qui est graphique parce que en ce moment j'en lis beaucoup. J'aime bien les intercaler entre mes lectures. Donc j'ai commencé le mois de mai avec de la fantasy. J'ai lu le 3e tome de la trilogie Serpent and Dove, à savoir Gods and Monsters de Shelby Mahurin aux éditions de Saxus. Donc c'est également un collector. J'avais les 2 autres en collector, donc pour la collection j'ai acheté le 3e. Donc la trilogie Serpent and Dove, j'avais adoré le 1er tome, ça avait été un vrai coup de cœur. Le tome 2 m'avait laissé un peu en demi-teinte parce qu'il y avait des choses que j'avais beaucoup aimées et d'autres qui m'avaient un peu agacée. J'avais trouvé qu'il y avait surtout certaines longueurs qui avaient totalement alourdi l'histoire et qui avaient fait à certains moments que je m'ennuyais dans la lecture. Et donc quand j'ai lu ce 3e tome, quand j'ai commencé, j'ai eu peur de me retrouver face à ça et en fait non. Donc dans ce 3e tome, l'action se déroule après la mascarade des crânes où nos personnages ont vécu des choses assez traumatisantes. Pour rappel, ces personnages, ce sont des sorcières et des chasseurs. Donc les personnages principaux, les deux, on va dire, le couple, il y a Lou, alias Louise, qui est une sorcière blanche, et il y a Red, qui est un chasseur, donc qui chasse les sorcières, qui les fait brûler. Et donc ces deux protagonistes se sont rencontrés dans le 1er tome. D'ennemis, ils vont devenir amoureux, ils sont même obligés de se marier pour sauver certaines apparences. Mais à ce moment-là, Red ne sait pas que Lou est une sorcière. Il le découvre petit à petit en fait. Et ils sont accompagnés dans leur quête de Coco, qui est une sorcière de sang, qui est la meilleure amie de Lou, qu'elle considère même comme sa sœur. Vous avez Beau, qui est le prince, un prince qui est beau, voilà. Donc qui est aussi avec eux. Et il y a également Hansel, qui est un peu le second de Red quand il est dans les chasseurs. C'était un chasseur débutant, on va dire. Et du coup, dans ce 3e épisode, d'autres personnes se greffent à ce groupe, d'autres s'en vont. Et donc on les retrouve après, comme je vous ai dit, la mascarade des crânes. Louise a un comportement très étrange lié à un événement qui s'est déroulé à ce moment-là. Et en fait, ils vont continuer dans leur quête, à savoir trouver Morgane, qui est la mère de Lou, et la tuer, parce que c'est soit elle, soit Lou. Voilà, parce que Morgane a comme but ultime de tuer sa fille, pour accomplir une sorte de prophétie et surtout pour se venger. En fait, en tuant sa fille, elle tue tous les enfants que le roi a eu, sauf que le roi a eu de nombreux enfants légitimes ou non, et il se trouve que Red et Beau en font partie. Donc c'est encore plus une motivation pour Lou, pour éviter que sa mère la tue et tue donc l'homme qu'elle aime et tous les autres. Donc on les retrouve là. C'est compliqué de vous en parler sans vous spoiler les 2 premiers tomes, donc je vous en dirai pas plus sur l'histoire. Juste, j'ai bien mieux aimé que le tome 2, pas autant que le 1, mais j'ai beaucoup mieux aimé que le tome 2. Je l'ai trouvé bien mieux construit, j'ai trouvé qu'il y avait moins de longueur, il y a plus d'action. Parfois peut-être un peu trop, parce que du coup le dénouement final se fait un peu attendre, mais voilà, j'ai eu un meilleur avis que le tome 2. J'ai lu un peu la fin rapidement parce que j'étais de mariage, il y avait beaucoup de bruit, mais je ne sais pas pourquoi je me suis acharnée à vouloir lire la fin tout de suite. Je voulais tellement avoir la fin que voilà, du coup je la relirai peut-être parce qu'il y a certaines infos qui sont encore un peu floues, comme il y avait du bruit autour, j'étais pas totalement concentrée. Mais la fin me semble très bien. J'ai beaucoup aimé aussi le développement par rapport à Hansel, certaines choses par rapport à ses amis. Donc voilà, très bonne lecture. Je surveillerai les écrits de Shelby Mahurin parce que j'ai beaucoup aimé son univers, j'ai beaucoup aimé sa plume et les personnages qu'elle a construits. Même si Lou parfois m'a un peu agacée, j'avoue que j'ai quand même beaucoup aimé. Et c'est une trilogie que je vous recommande grandement si vous aimez tout ce qui est fantasy, si vous aimez un peu les romances enemies to lovers, si vous aimez les sorcières, voilà. C'est vraiment une très bonne fantasy, une trilogie de fantasy à découvrir. Ensuite, j'ai lu après ça quelques mangas et j'ai enchaîné avec encore un de Saxus. J'ai lu Le Livre de la Nuit de Holly Black, donc en version collector. Je vous montre le dessous de la surcouverture. Voilà, je le trouve très très beau. Alors lui, je l'ai acheté principalement pour le nom de l'auteur, parce que Holly Black, c'est l'autrice qui a fait la trilogie du Peuple de l'air, donc qui est constituée du Prince Cruel, du Roi Maléfique et de la Reine sans royaume, que j'ai adoré.
J'ai trouvé qu'elle montait crescendo dans la trilogie. J'ai de plus en plus apprécié ma lecture au fur et à mesure des tomes. Et j'avais envie de la redécouvrir et de la lire à nouveau. Et ça a été le cas du coup avec le livre de la nuit, dont c'était une lecture commune avec les copines Lucie, Maui et Pamela. On aime bien se faire des petites lectures communes de deux Saxus de temps en temps. Et donc ici, Holly Black quitte la fantasy pour aller dans du fantastique, parce que l'action se déroule de nos jours dans une ville américaine, et il y a quand même une touche de fantastique avec de la magie propre aux ombres. En fait, certaines personnes voient leurs ombres s'éveiller suite à un traumatisme, suite à différentes choses, et donc les ombres éveillées sont un peu indépendantes du corps de la personne, dans le sens où elles peuvent rentrer dans des pièces qui sont fermées à clé, elles peuvent, quand elles sont vraiment entraînées, récupérer des objets. Et donc dans ce cadre-là, on va suivre Charlie, qui est une jeune femme qui a la vingtaine, qui vit dans une petite maison avec sa sœur cadette et avec son copain Vince. Et donc pour gagner sa vie, Charlie est barmaid dans un bar pas très loin de chez elle, où en sous-sol il y a un homme, donc Balthazar, qui fait des marchés avec des obscuranciens, je ne sais plus le terme, avec en fait des personnes qui ont leur ombre éveillée, qui fait donc du business avec eux pour voler certains objets. Et du coup, Charlie a été très impliquée à un moment donné dans cette histoire-là, parce que c'est une très bonne voleuse. Elle est même appelée la charlatane, parce qu'elle est connue dans le milieu pour être très efficace. Sauf qu'il y a un an, Charlie a voulu arrêter tout ça, se passer de voleuse criminelle derrière elle, et essayer de se ranger en étant barmaid. Ce qui est un peu compliqué du coup en ayant un sous-sol avec des voleurs. Et en fait, tout cela va changer suite à des événements, donc un enchaînement de deux événements. Elle va surprendre une conversation et ensuite surprendre un fait qui vont faire qu'elle va se retrouver mêlée à quelque chose de bien plus grand qu'elle. Du coup, on va la suivre, elle, à retourner dans ses travers du passé, mais essayer de survivre et de pas défoncer tout ce qu'elle a autour d'elle. Donc, elle avait un peu des attitudes autodestructrices, quoi, on va dire. Et aussi, on va découvrir Vince, donc son copain qui a un métier un peu atypique, il est nettoyeur de scènes de crime. Mais Vince cache beaucoup de choses. On s'en rend pas forcément compte au début, mais on le voit très vite après. Au début, quand j'ai lu ce livre, pour les 9 premiers chapitres, je me suis dit, ouais, ok, bah où est-ce qu'elle m'emmène? C'est un peu lent. Et là, il y a un événement, une situation. J'ai fait waouh. Voilà, ça m'a vraiment happé dans le bouquin, et à partir de ce moment-là, je l'ai plus posé. Je l'ai lu en 3 jours. J'ai terminé les 150 dernières pages, je crois, à 1h du matin, un soir. Tellement j'étais prise dedans, je pouvais pas le poser. J'ai adoré. C'est pas un coup de cœur, mais c'est pas loin. J'ai beaucoup aimé la plume, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai adoré l'histoire en elle-même. Il y a une histoire de vengeance parce que Charlie, elle veut se venger de Salt, qui est le big boss au niveau des criminels, des obscurs. Et on la voit, du coup, elle avait laissé tomber cette vengeance et quelque chose lui rend l'opportunité de se venger. Mêlé à ça, son histoire avec Vince, avec une ombre furie qui s'appelle Rouge, qui sème le chaos sur son passage. Ouais, il y a plein de rebondissements que j'ai pas vu venir, et il y en a que j'ai vu venir, mais d'autres non. Surtout les plus gros, je me suis dit, mais non. Et en fait, ce livre m'a beaucoup fait penser à la 9e maison de Leigh Bardugo, que j'ai lu il y a 2-3 ans, dont la suite sort enfin d'ailleurs en juillet. Ça m'a beaucoup fait penser à ça, de par le personnage qui, dans les deux cas, est un personnage en demi-teinte, qui n'est pas tout blanc ni tout noir, qui n'est pas forcément un personnage qui a été qui a eu un chemin tout droit, bien tracé dès son enfance. On suit à chaque fois 2 jeunes femmes qui ont un passé criminel, qui ont un passé un peu meurtri, qui prennent pas les bonnes décisions. Et voilà, en ça, je trouve que ça se rapprochait beaucoup, et j'ai adoré retrouver cet univers. C'est vraiment... ça a vraiment été pour moi, j'ai eu l'impression de retourner dans cet univers-là que j'aime beaucoup, et ça faisait longtemps que j'étais pas allée. Donc très bonne lecture, je vous le conseille. J'ai vu qu'il y avait des retours pas géniaux plutôt, sur les réseaux. Mais après, si vous vous attendez à trouver du Prince Cruel là-dedans, il faut pas y aller, clairement, c'est vraiment différent. Mais si vous avez aimé la plume, si vous aimez les univers qu'elle crée, vous pouvez y aller tranquillement. Ensuite, ma lecture audio du mois était un classique.
Il s'agit du portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde que j'ai ici en édition du livre de poche. J'avais acheté ce livre au mois d'août au Petit Palais à Paris, qui est donc un musée, pendant mes vacances parisiennes, et je suis contente de l'avoir sorti, il n'est pas trop resté dans ma pile à lire. Ce livre fait partie de ma petite liste que j'ai faite des 100 livres à lire dans sa vie, donc c'est surtout des classiques. Parce que celui-ci, il y a de nombreuses références dans les films, les séries ou même dans d'autres livres, mais du coup, j'avais que l'idée, on va dire, globale de l'histoire, je n'avais pas l'histoire complète. Un peu comme les Trois Mousquetaires. Donc dans ce livre qui se passe à l'ère victorienne en Angleterre, on suit donc Dorian Gray, qui est un jeune homme qui a entre 18 et 20 ans, qui est très beau, qui est vraiment, il a une beauté assez jeune, mais une belle beauté. Et il pose pour un peintre qui s'appelle Basil Hallward, qui du coup fait un portrait, donc c'est celui-ci, qui va être l'apogée de son œuvre, parce que vraiment c'est pour lui le portrait le plus abouti. Et donc Basil Hallward a dans son entourage le Lord Henry, qui est un de ses amis, un homme un peu issu de l'aristocratie anglaise, qui un jour, en fait, ils vont se retrouver tous les trois dans la même pièce, alors que Basil est en train de finaliser son portrait. Et Lord Henry va commencer à mettre des idées dans la tête de Dorian Gray, dans le sens où il lui dit de profiter de sa jeunesse parce qu'elle n'est pas éternelle, que sa beauté juvénile va finir par disparaître, qu'il faut qu'il en profite, des choses comme ça en fait. Il va vraiment lui faire douter sur son physique, en lui disant que là en plus Dorian Gray est content de dire qu'il a rencontré une femme, que c'est l'amour de sa vie, des choses comme ça, et Lord Henry va lui faire voir les choses autrement. En fait, il lui enlève un peu sa naïveté d'adolescent, et suite à ça, Dorian va émettre le souhait, au détour d'une conversation, de rester jeune toute sa vie, de rester tel qu'il est à l'heure actuelle toute sa vie. Et bah, son souhait va être accepté, et c'est son portrait qui va vieillir, mais il ne va pas faire que vieillir, c'est qu'au fur et à mesure des mauvaises actions de Dorian, le portrait va également pourrir, il va se détériorer. En fait, dans ce portrait, c'est l'âme de Dorian Gray, et c'est elle qui récupère les mauvaises actions que fait l'homme, et du coup, bah, ça abîme son âme, en fait, ça la pourrit. Et donc, au fur et à mesure des années, Dorian Gray va semer un peu le malheur autour de lui. Je vous en dirai pas plus, du coup, parce que j'en ai déjà dit pas mal. Juste, j'ai pas forcément vraiment apprécié ce livre, dans le sens où j'ai pas aimé Dorian Gray, j'ai pas aimé Lord Henry. Je crois que le seul personnage que j'ai bien aimé, c'est le peintre, parce que au final, il reste fidèle à lui-même tout le long. Mais j'ai trouvé Dorian Gray qui avait des réactions un peu mesquines, égoïstes. Voilà, il y a plein. Ça fait un peu, je pense, une réécriture du mythe de Narcisse dans je pense, la morale principale. Après, il y a aussi, j'ai bien aimé l'écriture, mais j'ai trouvé que l'auteur faisait trop de digressions au moment des livres, en plus au moment de l'écriture, parce qu'en plus moi je l'écoutais en audio, il y a des chapitres, j'étais bon. Quand est-ce que l'action repart en fait, parce que il digressait sur la société victorienne, sur les coutumes, les usages, il y avait un peu de politique, le social, voilà. En fait, l'auteur, je pense, donnait un peu son avis sur l'époque à travers le livre, mais en fait, alors oui, c'était bien écrit, c'était bien dit, mais ça alourdissait le roman. En fait, on était pris dans l'histoire avec Dorian Gray, et au milieu, il y avait ça, donc ça faisait un genre d'interlude, attendez, puis on repartait dans l'histoire, et je pense que il aurait pu s'en passer. Après, le livre est pas très épais, il fait 270 pages, je pense qu'il aura enlevé, ça aura enlevé au moins 50 pages, je pense, de digression. Donc voilà, pour ce classique que j'ai enfin lu. Ça va me laisser un souvenir, mais pas forcément positif, je pense, parce que je l'ai fini il y a 2-3 semaines, et je pense pas du bien de ce bouquin. Voilà, donc, mais je suis contente de l'avoir lu pour ma culture. Et c'est un livre que j'aurais beaucoup aimé lire, je pense, au lycée, ou du moins là, à l'heure actuelle, j'aimerais beaucoup avoir une analyse fournie au lycée ou en université, pour découvrir tous les thèmes qui sont abordés, parce que je pense qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont un peu cachés, un peu... qui sont à deviner dans ce roman, et j'aurais beaucoup aimé les avoir. C'est un peu le style de lecture que j'ai eu comme Fahrenheit 451 de Bradbury, pardon, où en fait c'est des livres qu'il ne faut pas juste comprendre la lecture littérale, la première lecture, il y a des sous-lectures, et c'est vrai que pour ce genre de livre, je pense que c'est bien d'être accompagné d'une analyse.
Ensuite, j'ai lu un petit polar. Donc, j'ai lu le nouveau roman de Paula Hawkins, Angle mort, chez chez Sonatine. J'ai lu trop de Deux Saxus. Chez Sonatine plutôt. Et en fait, donc j'ai lu tous les livres de cette autrice. J'avais beaucoup aimé La fille du train. Au fond de l'eau, ça avait fait un beat pour moi. Et Celle qui brûle, j'avais bien aimé. Et là, bah, du coup, j'ai bien aimé aussi. On suit une jeune femme donc qui s'appelle Eddie, qui suite à une dispute avec son mari, quitte le domicile conjugal pour aller vivre temporairement chez leur meilleur ami Ryan. Et un jour, donc Ryan va courir avec le mari d'Eddie, et quand il arrive dans la maison, il se rend compte que le mari a été assassiné. Et c'est lui qui va être très rapidement suspecté. Et Eddie, du coup, elle va devoir faire face à la mort de son mari et à l'incarcération de son meilleur ami. Au début, elle va rester à vivre chez le meilleur ami, puis après, elle va devoir retourner dans cette maison qu'elle déteste, parce que c'est une maison dont ils ont hérité avec son mari. Elle est à flanc de falaise, donc il me semble que c'est à Édimbourg. Elle est très isolée du reste de la ville. Il n'y a pas de voisins directs et elle n'est pas à l'aise dans cette maison. Donc voilà le pitch de départ. Je ne peux pas vous en dire plus parce que en fait c'est pour moi plus une nouvelle, parce que l'histoire fait 150 pages. Ne fait pas, voilà, donc c'est une nouvelle, c'est pas un roman que j'ai beaucoup aimé. J'aurais bien aimé du coup que ça soit plus développé, mais c'est propre à moi parce que j'aime pas les nouvelles. C'est toujours très court, donc moi je préfère les romans. Et en fait du coup on va se retrouver avec Eddie qui est face à tout ça et où elle va apprendre d'une façon complètement inattendue le fin mot de l'histoire. Et voilà, j'ai trouvé que c'était un peu machiavélique. C'est une histoire de vengeance. Voilà, j'en dis pas plus parce que le thème dont je voulais vous parler c'est un spoiler, donc j'en parlerai pas. Mais voilà, très bonne nouvelle. Du coup, c'est rare que j'apprécie une nouvelle, mais là c'est le cas. J'ai été très contente de retrouver Paula Hawkins et j'aimerais bien que le prochain il soit un peu plus gros. Voilà. Et ensuite, j'ai fini mon mois de mai avec une lecture jeunesse. J'ai lu Amour, cuisine et poulet sauce moutarde de Ludivine Irola aux éditions Slalom. Donc dans cette histoire, on va suivre Juliette qui est en première, qui est en train de préparer son bac de français. Mais Juliette, elle s'ennuie cordialement en cours, ça ne lui plaît pas. Elle, ce qu'elle aime faire, c'est la cuisine avec son papy-tate. Donc papy-tate, c'est son grand-père, avec qui elle a cuisiné depuis qu'elle est toute petite. Et donc c'est elle qui a pris la relève après le décès de son grand-père. Donc c'est elle qui fait à manger pour la famille, c'est quelque chose vraiment qui lui plaît. Et elle va prendre un jour une décision, c'est qu'elle va se dire, mais vu que j'aime faire ça, pourquoi je n'en ferais pas mon métier? Donc elle va se rendre avec sa meilleure amie, elle aussi passionnée de cuisine, dans un salon de gastronomie, où là elle va prendre son avenir en main. C'est pas facile pour Juliette parce que ses parents ne croient pas en elle. Pour eux, il faut qu'elle fasse des études classiques et qu'elle ait un vrai métier. Voilà, il faut qu'elle ait des diplômes et qu'elle ait un vrai métier. Et donc Juliette va tenter de leur prouver, à travers l'été qui sépare sa première de sa terminale, que c'est le métier qui est fait pour elle. Et donc elle va mettre tout ce qu'elle peut pour les convaincre que, ok, c'est un métier dur, c'est un métier compliqué, encore plus quand on est une femme, mais quand on est passionné et doué comme elle, il n'y a pas de raison. Elle va donc se lancer là-dedans, elle va faire une rencontre amoureuse. Voilà. Ça a été une bonne lecture, c'est une petite lecture doudou, très agréable. Vous avez envie de manger quand vous lisez ce livre, parce qu'elle parle beaucoup de plats. Donc c'est très appétissant, hein, on va pas se mentir. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire. Juliette m'a parfois un petit peu agacée de par ses réactions, mais c'est une adolescente, donc c'est normal que certaines actions, pour moi, soient un peu exagérées ou que je les comprenne pas, parce que j'ai plus son âge. Donc voilà. Après, j'ai eu son âge et c'est vrai qu'il y a peut-être certaines choses où j'ai réagi comme ça. Mais voilà, c'était la seule chose que je pouvais reprocher à ce roman, et encore ça vient de moi, c'est parce que je suis pas dans sa tête. Donc voilà, une belle découverte. C'est la première fois que je lis des romans des éditions Slalom. Ça sera pas le dernier parce que j'en ai acheté un récemment, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Mais je suis hyper contente, ça m'a vraiment... J'ai passé un super moment de lecture avec cette lecture toute doudou. Donc voilà pour mon bilan lecture. J'ai fait une autre lecture depuis, mais c'était j'ai commencé le 1er juin, donc je vous en parlerai le mois prochain. Voilà, je vais pas commencer à empiéter sur le bilan lecture du mois prochain. Je suis très contente de mes lectures, j'ai quand même fait... à part Dorian Gray où c'est pas une déconvenue, c'est juste que j'ai pas adhéré à l'histoire. Sinon ça a été dans l'ensemble des belles lectures. Je suis contente parce qu'à l'heure actuelle j'ai pas eu d'abandon.
Après, ça m'arrive très rarement, j'abandonne 1 ou 2 livres par an et je crois que l'année dernière, j'en ai pas abandonné. Donc voilà, je suis assez contente parce que après, est-ce que c'est aussi que je m'écoute davantage et que du coup, je cible mieux mes lectures, ce qui peut être possible également. Mais voilà, je suis quand même assez satisfaite de ce bilan lecture. Comme je vous ai dit, il y a pas mal de mots graphiques en ce moment. Je vous ferai sûrement un bilan graphique dans quelques semaines pour vous parler des autres dont je vous ai pas parlé que j'ai lu. Vous, de votre côté, qu'avez-vous lu en mai? Est-ce que vous avez lu certains que je vous ai présentés? Qu'en avez-vous pensé? Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.